Bonjour et bienvenue sur Web TV Pro. Aujourd'hui, on va continuer notre série concernant YouTube et comment streamer comme un pro vers YouTube. Mais c'est également valable sur d'autres plateformes évidemment, que ce soit Facebook, que ce soit Vimeo, que ce soit TikTok ou bien d'autres. Les paramètres de streaming sont quand même très similaires, donc euh, je pense que vous allez apprendre quand même quelque chose avec ce sujet. Donc streamer vers YouTube comme un pro. Alors tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet, ou presque. On va lancer ce webinaire. Pourquoi ce webinaire? L'idée générale, c'est comprendre les problèmes courants. Qu'est-ce qui peut arriver? À quel moment? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on peut optimiser la qualité? Et avoir quand même au moins les bases pour gérer cette problématique de streaming, parce que finalement, quand on est seul, il faut pouvoir suivre et il faut savoir ce qu'on doit faire pour streamer correctement. Allez, tout de suite, on rentre dans le vif du sujet avec le prochain slide, la mise en situation. Tout ça, c'est du vécu, hein. J'ai vécu ces problématiques, en 2016-2017, dans des conditions de travail franchement difficiles, parce qu'aussi bien, on n'avait pas de bande passante ou très instable, on était chez le mauvais fournisseur d'accès. Que je ne citerai pas, mais enfin depuis lors, je suis toujours même chez un un fournisseur d'accès qui pour moi tient la route. Bref, on peut avoir de la qualité médiocre, c'est-à-dire que là visuellement, ce qu'on produit n'est pas beau, c'est pixelisé, c'est flou et c'est généré en fait par un paramètre, comment dire? Heu, Par des paramètres comme le bitrate, le flux de transfert. Les aléas du transfert, donc pas forcément le bon protocole. Il y a des coupures, ça c'est aussi un sujet qui revient souvent et puis, il y a le décalage audio et vidéo qui est le plus complexe je pense, s où là il y a quand même beaucoup de choses à préparer en amont en fait. Allez on continue. Pourquoi YouTube? Je crois que la réponse est facile, enfin elle est relativement facile, elle est complexe en réalité. Mais, l'audience y est massive. Si on veut au niveau de l'entreprise, au niveau de son entreprise, comme ça le youtubeur, hein, si on veut, acquérir de l'audience ou obtenir de l'audience, bah, YouTube, c'est la masse, c'est là où il y a le plus de personnes qui regardent tout le temps au niveau mondial. Les outils en termes de streaming, ils sont relativement intuitifs. Je pense que vous avez déjà, voulu accéder à un direct, en termes de streaming. C'est relativement facile et il y a pas beaucoup de comment dire? Pas beaucoup de problèmes. Donc c'est intuitif, c'est simple et la mise en œuvre, elle est simple aussi. Là où ça se complique, c'est quand vous êtes dans votre logiciel de streaming, que ce soit OBS, que ce soit vMix ou d'autres. Là, il y a souvent des petites différences. Alors j comment dire? Heu, c'est le paramétrage en réalité. On va y venir. Les protocoles compatibles, alors la plupart du temps, c'est du RTMP, c'est le standard. Le RTMP, il envoie à une adresse, il se préoccupe de plus de rien. Il envoie, il envoie, il envoie. Le SRT, un petit peu différent, il envoie, mais il dialogue avec le récipiendaire, enfin avec le récipient, hem, pour savoir si le récipient, il a bien reçu, heu, tous les paquets, tous les fichiers, toutes les trames en temps réel et il se met à jour, à ce niveau-là. Ensuite, la HLS, bon là, c'est plus sur du spécifique. Je vais c'est pas très courant en réalité. C'est plus RTMP qui est le plus courant et SRT, si on passe par des intermédiaires. Les RTMP, fonctionnement, ils capturent la source,
C'est-à-dire, le serveur RTMP de YouTube, il va capturer la source, l'audio, il va l'encoder et ensuite le tout est transmis par YouTube, hein. Non, j'ai raconté des bêtises là, excusez-moi. On capture la source audio, c'est-à-dire le micro, la caméra, le tout est encodé via des logiciels comme OBS, vMix, et tous les autres. Ils encodent le flux avec un certain débit, avec une certaine résolution et puis, le tout est envoyé, transmis à YouTube. Le RTMP s'arrête là. RTMP vs SRT, alors je vous en ai touché un mot, quand tout à fait au début entre là sur le slide où il y avait le RTMP et attendez, on va y revenir. Sur ce slide-là, RTMP, SRT, on va dire ça sont c'est les principaux. RTMP ne fait qu'envoyer bêtement, tout est relatif. Alors est-ce que SRT, c'est un protocole franchement performant? Moi je l'ai utilisé sur de nombreux projets, aussi bien là sur en local que sur, une chaîne de télévision où, on recevait du sport en format SRT, qui provenait de la Suisse, qu'on rediffusait via vMix, ailleurs. Donc c'était plutôt pertinent. Bon, j'ai pas pris le bon t-shirt, mais c'est pas grave. Donc le SRT, il est résilient sur les flux de transfert, c'est-à-dire qu'il arrive à se reconstruire, pour, hem, comment dire? Que toutes les images, tout le son soit bien transmis en ordre chronologique. Ensuite, les paramètres qui influencent le stream. Alors là, ça devient important. Les paramètres qui influencent le stream, il y a le bitrate, c'est-à-dire la taille du fichier binaire qui est envoyé. Ça impacte directement sur la qualité. Ensuite, la résolution. Vous avez du 720p, vous avez du 1080, vous avez de la 4K. Ne vous y aventurez pas franchement, la plupart des personnes qui regardent sur un ordinateur ou sur un téléphone ou sur une tablette ou sur un téléviseur, ne regardent pas des vidéos YouTube sur 4K. Il faut que ça vaille le coup. Est-ce que ma trombine en 4K, ça vaut le coup? Je pense pas. La fréquence d'image. Alors là, par contre, c'est important, et ça va influencer notamment sur la bande passante. Heu, vous pouvez envoyer en 30 images par seconde. En général, c'est suffisant. Ou si vous faites du sport, là, ça peut être du 60 images seconde. Mais il faut du débit, hein, ça consomme de la bande passante. C'est pas du tout à négliger, du tout. Donc il y a ces 3 paramètres qui vont influencer la qualité de votre stream. Et maintenant, découvrons le maillon faible. C'est pas moi, c'est le PC. Ici, j'ai 2 PC, un avec, sans GPU et un autre avec, GPU. Celui-là avec le GPU, c'est celui-là qui est tout neuf, mmh, que j'aime beaucoup, qui fait pas de bruit. En fait, ce qu'on découvre très vite quand vous faites du streaming, c'est l'encodage. Il prend beaucoup de place, dans le processeur et dans la carte graphique. Donc quand ça surcharge, eh ben, il y a des ralentissements. Il y a des ralentissements, il y a des coupures, bref, là, ça devient des vraies pertes. Donc c'est quelque chose, il faut une vraie carte graphique, que ce soit pour du OBS, peut-être un peu moins, mais, pour vMix, il faut une vraie carte graphique. Sur TriCast enfin sur, oui, sur TriCaster, ça aussi, il y a des cartes graphiques. Bref, tout le monde a des cartes graphiques aujourd'hui. C'est vrai que ça coûte cher, mais, vous êtes extrêmement tranquille. C'est-à-dire que vous avez une partie dans votre process, sur votre ordinateur, une partie qui peut être consacrée à autre chose et une partie qui est juste consacrée au traitement d'image. C'est à ça que ça sert le GPU.
Ensuite, pour soulager, on peut avoir très bien des encodeurs, matériels. J'en avais un, qui s'app qui était mon web presenter, qui diffusait où il faisait l'encodage, donc ça me soulageait. Mais bon, je trouve que les produits Blackmagic, j'en suis personnellement, je n'en suis pas fan. Mais il y en a d'autres, hein, je ne sais pas tous en tête, je crois qu'il y a Matrox, qui doit en faire, mais il y en a encore d'autres. Et ensuite, beh, il faut adapter évidemment les paramètres, l'ensemble des paramètres pour que votre, processeur et votre carte graphique ne soient pas surchargés. Parce la surcharge, elle vient vraiment de là, hein, donc il faut faire gaffe à ce niveau-là. C'est là que j'avais commencé, on diffusait sur de l'ADS quand j'ai commencé à faire du live, on diffusait en 720p sur Facebook Live. C'était les premiers Facebook Live venait de sortir, c'était en donc 2015-2016 je crois. Même les 3 mégabits seconde, on les avait pas forcément. 3 mégabits seconde montant, hein, attention. Donc c'est quelque chose à prendre en compte et en 1080, ce qui est le standard, bah, il faut tourner à peu près, de 6 mégabits seconde, en termes de connexion, en termes de débit montant minimum. Si on peut avoir plus, ah ben, on a une meilleure qualité. Mais ça consomme aussi plus en termes de processeur. YouTube Studio, les paramètres essentiels. La qualité, bah, il faut choisir la latence. Hem, je crois que j'ai essayé une fois de la latence ultra faible, parce qu'on avait, un webinaire, interactif, qui était diffusé, sur YouTube avec des traducteurs, avec, bon, il y avait pas mal de c'était assez complexe. Et là, on a essayé de l'ultra ultra faible. Alors c'est performant, par contre, ça nécessite un vrai débit et une très, très bonne connexion. Je pense que la si vous n'avez pas d'interaction permanente, et que vous pouvez vous permettre une latence de 30 secondes, c'est-à-dire 30 secondes entre le moment où vous agissez et les 30 secondes où ça arrive à l'écran, du spectateur, heu, si ça suffit, bah, mettez ça, c'est 30 secondes, c'est pas mal. Sinon vous restez sur la moyenne, vous tombez à 10-15 secondes, ce qui est très bien, la plupart du temps. On arrive à gérer avec. Sinon il faut aller encore sur d'autres protocoles et avec d'autres formats, pour aller plus loin. Mais je pense qu'à ce niveau-là, YouTube, c'est peut-être pas forcément la bonne plateforme. Il faut surveiller dans YouTube Studio en permanence, la qualité et le débit, le statut du stream en fait. Ça il faut vraiment le surveiller parce que ça vous donne des indications. Si vous voyez que tout d'un coup, ça baisse ou que vous recevez des alertes, vous pouvez réagir par rapport à ces alertes et vous pouvez, on va dire corriger, les bugs qu'il peut y avoir. Utilisez surtout des formats, recommandés, alors aussi bien, en termes d'encodeur, donc du H264, sur le son, c'est du AAC, qui est le format. Donc si vous avez ces 2 paramètres, vous êtes dans les bons formats. Au-delà, ça va compliquer un petit peu les choses, parce que YouTube, évidemment, va aussi devoir faire un travail là-dessus, ce qui n'est pas forcément important, enfin, c'est pas opportun. Restez dans les standards, ça vous évitera, des soucis de qualité et ça vous permettra de toujours diffuser, d'une façon fiable, sans avoir de pertes. Allez, au suivant. Les problèmes réels, la qualité médiocre. Les causes, ça sont ou la bitrate, qui est trop basse, il faut monter, admettons, vous êtes à 3 mégabits, seconde, il faut monter peut-être un peu plus haut pour que, ça soit, ça soit plus qualitatif, que l'image soit correcte. Ou il y a des instabilités réseau, ce qui peut arriver. N'oubliez pas sur internet, vous avez, hem
entre votre ordinateur et heu et internet, vous avez encore votre routeur, votre box Orange, Bouygues ou Free ou SFR, heu et tout ce cheminement-là, donc il y a plein de goulots et d'étranglement jusqu'à YouTube et de YouTube jusqu'aux spectateurs, il y a aussi des goulots d'étranglement. Donc c'est instable par définition. C'est pour ça que le SRT est vachement intéressant parce qu'il corrige justement ces instabilités. Et il s'ajuste, on va dire ça comme ça. Il faut ajuster ou la bitrate ou passer sur un protocole plus résilient, c'est ce que je disais le SRT par exemple. Mais le SRT, vous pouvez pas l'envoyer directement sur YouTube, il faut que vous passiez par des services comme Restream, et d'autres. Et ensuite, bah, ajuster la bitrate, hein, l'augmenter un peu, ou la baisser un peu et changer de résolution, ça peut aussi être une solution. Les coupures, alors ça, c'est un grand classique. Les causes, connexion instable, PC saturé. Tout ça, je l'ai vécu, c'est je vais pas dire que c'est traumatisant, à l'époque, c'était pas mon problème, ou c'était le problème parce que, bah, c'était pour j'étais dans une association et on expérimentait. Donc on a connu ces problèmes-là. Donc il y avait aussi bien les connexions instables ou le réseau saturé parce qu'il y avait, on faisait une émission de divertissement et fatalement, il y avait beaucoup de monde en public et tout le monde était en train de filmer en même temps et diffuser, donc il y avait beaucoup de connexions. Ça nous bouffait quand même pas mal de bande passante. Hem, la solution, c'est soit de couper tous les portables. Ça peut être une chose. Demander à ce que d'autres se déconnectent, peut-être. Utiliser du filaire, ça c'est, franchement c'est indispensable. Et puis vous pouvez peut-être, faire une si vous êtes bien équipé, faire une priorisation, réseau, les QoS. Ça c'est sur des routeurs, un peu plus haut de gamme, c'est pas votre box qui le fait. Ou avoir des connexions de secours, c'est-à-dire avoir un petit routeur à côté qui switch automatiquement, quand vous avez des coupures. Décalage audio et son. Je testais, il y a 2 jours à peine, je testais, entre OBS, et mon ancien vMix, je testais du NDI. Ils sont à 30 centimètres, hein, l'un de l'autre. J'aurais pu essayer autrement, mais bon, je l'ai pas fait. Hem, j'avais un différentiel dans l'NDI, qui montait à 3 ou 4 secondes, je pense. 3 ou 4 secondes de décalage audio-vidéo. Bon, c'était intenable. Du coup, je suis passé en SRT, plus de problème. C'est c'est surprenant, j'ai pas trouvé l'explication, bon, j'ai pas eu le temps de chercher non plus, mais c'est surprenant de se retrouver avec un tel problème, de décalage, alors que tout le reste est configuré. Pour vous donner un exemple, habituellement, un micro USB ou une entrée USB audio, c'est à peu près 200 millisecondes en avance par rapport à la vidéo, à peu près. Ici, figurez-vous, j'en ai pas. Alors que le micro, il est en USB, c'est un Sennheiser, profile USB. La caméra, c'est une OSBot, aussi en USB. Bon, ils sont plutôt bien connectés, donc à ce niveau-là, j'ai pas de grande souffrance. Donc il y a quasiment pas de décalage, enfin, je n'ai pas découvert en tout cas, je sais pas. Mais il faut ajuster ces paramètres dans votre logiciel de streaming. Ayez en tête que vous avez le son qui arrive toujours en avance par rapport à la vidéo et puis le meilleur moyen, c'est comment dire? De faire un clap au début et à la fin d'un petit enregistrement. Voilà, un petit clap comme ça, visuel, hein. Hop, là je fais pas trop fort parce que sinon ça va vous exploser les oreilles. Hem
et ce clap-là, vous le voyez très bien dans Adobe Premiere et là, il faut juste ajuster un tout petit peu la la bande, enfin oui, la bande audio par rapport à la bande vidéo. C'est une histoire de 200 millisecondes, quelque chose comme ça. Moins parfois, enfin c'est 10 millisecondes. Enfin bref, ajustez-le comme ça, vérifiez évidemment, vous le rentrez après dans les paramètres, audio d'OBS par exemple, ça se fait aussi sur vMix. Vous ajoutez ce décalage et à partir de là, bah, vous êtes tranquille, normalement. Mais ça peut toujours arriver, hein, c'est quelque chose qui n'est jamais vraiment très figé. Hem, il faut systématiquement tester avant de diffuser. On peut pas faire autrement parce que, hem, une connexion à internet n'est jamais la même, jamais. Vous avez à peu près surtout sur des petites connexions, de type ADSL ou bon, je parle pas des RTC ou mais même la 4G, il faut aussi essayer, ça fonctionne très bien. Vous pouvez très bien envoyer, le tout avec la 4G, mais il faut tester avant pour savoir si vous avez bien suffisamment de bande passante, 5 mégabits seconde si vous êtes en HD, et puis, tester sa stabilité. C'est-à-dire, il faut tester une fois, faut tester une deuxième fois, une troisième fois, pour bien voir les différents points de stabilité. À 2-3 minutes d'intervalle, voire 5. Assurez-vous que vos paramètres d'encodage sont les bons. Bon, une fois qu'ils sont enregistrés, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes et ensuite, bah, testez toute, toute votre émission, c'est-à-dire tout le déroulé de l'émission, testez vos sources, testez l'audio et puis vous y êtes, vous c'est parti. Ça vous permet de détecter tous les problèmes en amont, les corriger et ensuite, bah, vous partez pour un bon enregistrement ou un bon streaming, en direct, sur YouTube. Surtout ça vous évite de, comment dire? De devoir réagir, à des c'est ce que j'ai eu, à des commentaires dans les lives. Ouais, son décalé, ça lag, ceci et cela. Ce qui est quand même assez pénible parce que finalement on n'est pas concentré sur ce qu'on doit dire ou de ce qu'on doit faire en réalisation. Moi c'était dans un studio, qui faisait qui faisait 20 mètres carrés, on était 25 personnes dedans. Je peux vous dire, c'est pas facile de garder sa concentration. Tout ça donc se prépare en amont. Allez, au suivant. Optimiser pour les appareils des des spectateurs. Alors le multi-bitrate, je l'ai pas encore essayé. À tester, faudrait que je regarde. En fait, là où il faut regarder, c'est que les téléspectateurs aujourd'hui, ils regardent sur un portable, ils regardent sur un écran d'ordinateur, ils regardent sur un iPad ou une autre tablette, ils regardent sur la télé, ils regardent avec une connexion 4G, une 5G avec bref, tout ça, il faut c'est des paramètres à prendre en compte, donc il faut assurer une certaine compatibilité entre ce que vous produisez et l'outillage, si je puis dire, des spectateurs, histoire que eux ne se rendent eux aient une belle expérience de visionnage. Les outils qu'on peut recommander, alors j'en ai testé quelques-uns, OBS, VMix, OK. Wirecast, à l'époque, je l'avais mis sur le côté, et pareil pour XSplit. On va dire, c'est les principaux logiciels. Après, vous avez des solutions en ligne comme StreamYard qui, a priori, fonctionnent pas mal. Il y a aussi, je les ai pas tous en tête, il y en a quand même quelques-uns. Faut choisir le bon logiciel. Si vous êtes si vous avez une grosse prod, vous pouvez aussi vous aventurer sur zut, sur des régies ou des mélangeurs un peu plus costauds. Hem,
là où, bah, c'est sont un peu plus chers. Ensuite, les caméras, bah, là, moi, je suis avec OBS, et une bête webcam. Enfin, j'en ai plusieurs, mais c'est l'OBS, enfin, le OBS Bot, pardon, franchement, je me régale avec, ça prend pas de place et puis, ça se transporte facilement et c'est connecté en USB. Mais vous pourrez aussi avoir des caméras PTZ, des encodeurs, comme Teradek, ouais, pas forcément, mais il y a d'autres encodeurs qui permettent d'encoder votre flux vers internet. LiveView par exemple, en est un, pour citer que lui. Ensuite des switches manageables. Là vous êtes déjà dans une configuration un peu plus costaud. Vous êtes plus simplement derrière une box, dans votre appartement ou maison. Vous êtes vraiment dans des grands bureaux et il est probable, si vous avez un service informatique avec, une cinquantaine de postes réseau, enfin, postes, de travail qui sont connectés au réseau, il est fort probable que vous ayez aussi un switch manageable. Là, il faut mettre en place des priorités pour vous, en termes en tant que streamer, c'est, mettre une priorité sur la vidéo et l'audio, entre autres, pour, que vous soyez pas interrompu ou que votre diffusion ne soit pas interrompue par des tiers. Des tiers, c'est-à-dire des collègues qui téléchargent un film, c'est ce qui se faisait longtemps, hein, ou qui regardent Netflix ou Amazon Prime, ou Disney, pourquoi pas. Ou encore autre chose, on n'en parle pas. Bref, il faut que vous ayez une priorité, pour que d'1 la latence n'augmente pas trop, que ça soit toujours, heu, que le flux soit toujours égal, en termes de qualité et ça se ressentira fatalement également sur votre, sur les spectateurs. Les bonnes pratiques à retenir. Alors là franchement c'est ouais, c'est la partie la plus importante. Planifier, tester. Planifiez toute votre, émission, enfin ce que vous allez produire, planifiez-le de A à Z, source par source, input par input, peu importe comment ça s'appelle. Il faut que tous les enchaînements soient testés en amont. Tester la configuration avant la diffusion, évidemment, et puis vérifier dans ce filage, vérifier aussi tous les aspects techniques, c'est-à-dire, comment l'ordinateur il réagit par rapport à la charge qu'il peut avoir. Tout ça, hem, va vous éviter, heu, les trucs pénibles que j'ai pu avoir sur ça fait combien? Ça fait presque 10 ans maintenant, à peu de choses près, que je suis là-dedans, et en 10 ans, planifier, tester, éviter les surcharges. Surtout quand vous êtes dans une situation où finalement, vous êtes pas dans un PC haut de gamme, avec, une GPU, une carte graphique à 2 000 3 000 €, et cetera. Enfin, c'est des gros PC de gamers, bien costauds. La plupart du temps, on n'a pas ce genre de PC sous la main, donc voilà, quoi. Donc tout ça, c'est pour vous éviter les problèmes pendant la diffusion et d'avoir des spectateurs contents et de pas avoir et avoir l'air pro, voire plus. Pour conclure, je viens de le dire, la préparation est essentielle. Que ce soit le contenu qui doit être préparé, que ce soit le déroulé de votre scénario, votre storyboard qui soit bien calé, que vous l'ayez testé, c'est-à-dire faites un enregistrement pour de blanc pour voir. Comme ça, vous verrez tous les problèmes qu'il peut y avoir. Les facteurs déterminants, c'est les protocoles, le matériel
et les paramètres de diffusion qui jouent un rôle crucial. Le streaming, honnêtement, c'est un véritable atout pour vous. Ça vous donne une visibilité, ça vous donne un certain professionnalisme, ça permet de, comment dire? D'apporter un vrai plus à vos spectateurs, parce qu'ils vont apprendre quelque chose par à travers vous ou découvrir vos produits, vos services, bref. C'est un vrai atout professionnel et aujourd'hui, on en a besoin sur les réseaux sociaux. Alors, on arrive quasiment à la fin, donc je vous invite, abonnez-vous, n'hésitez pas à commenter, moi je lis tous les commentaires, et puis, partagez, n'hésitez pas à partager, il y a peut-être des personnes qui ont aussi besoin de ce genre d'informations, expliquées peut-être d'une manière différente, c'est vrai que je suis pas tout jeune, hem, mais, ça vous donnera une vraie idée, heu, d'expérience, parce que c'est vraiment de l'expérience que j'ai vécue, du qu'on peut avoir du streaming. Donc voilà, donc dernière petite séquence et après je vous laisse, pensez à liker, pensez à commenter et pensez à vous abonner. Non seulement ça me fait plaisir, mais en plus ça m'est utile et c'est aussi utile aux autres. Allez, bye bye.